Je suis Aurélie Palud, professeure au lycée Ozen à Toulouse et j'enseigne en prépa EC, ECG et ECT. On peut s'interroger sur le thème « Imaginer des mondes ». Imaginer, c'est inventer, créer, concevoir. Et on va peut-être s'attaquer à la question des mondes imaginaires que nous proposent les fictions littéraires et audiovisuelles. En effet, l'homme a le pouvoir d'imaginer des mondes. C'est peut-être aussi sa spécificité par rapport à l'animal. Parce que par l'imagination, par ses fonctions cognitives, par la parole et l'écriture, il peut concevoir des mondes alternatifs. Autrement dit, on voit bien ici que l'homme est à la fois dans le monde et hors du monde. La question qu'on peut soulever, c'est la suivante. Imaginer des mondes, est-ce fuir notre monde ou le penser ? On se rend compte que la fiction littéraire et audiovisuelle va permettre d'imaginer d'autres mondes, des mondes qui vont être soit meilleurs, soit pires que le nôtre. On peut d'abord penser à ces mondes radicalement différents que nous propose la fiction, des mondes qui vont outrepasser les lois physiques. On pense notamment aux contes qui mettent en scène des animaux qui parlent notre langage, ou encore à des univers de fantaisie ou des univers de super-héros qui vont donc défier les lois de la physique. Il y a aussi des mondes qui sont pires que le nôtre. Les dystopies, les uchronies, les récits de fin du monde. Donc une uchronie, c'est un récit dans lequel on va envisager ce qu'il aurait pu se passer si un événement avait été différent. On peut penser par exemple au roman Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, où il imagine ce qui se serait passé si les Allemands et les Japonais avaient remporté la Seconde Guerre mondiale. Une dystopie, c'est un monde alternatif qui vire au cauchemar. On peut penser ici au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où on a des bébés créés en éprouvette et une société du contrôle, où chaque individu se trouve contrôlé. Et puis, on a aussi des récits de fin du monde, des récits apocalyptiques. La Route de Cormac McCarthy ou Ravage de Barjavel. Mais l'homme peut aussi imaginer des mondes meilleurs. C'est le cas avec les utopies. Donc le terme utopie est intéressant parce qu'il a une double signification. C'est à la fois le lieu qui n'est nulle part et le lieu heureux. À l'origine de ces utopies, il y a notamment l'œuvre de Thomas More, Utopia. Et il faut constater que bon nombre d'utopies prennent place sur des îles. Pourquoi ? Parce que l'île constitue un monde déconnecté du nôtre et on peut donc fixer de nouvelles règles. Donc on comprend ici le rôle que joue l'imagination pour s'évader de notre monde, mais aussi pour en affiner la compréhension. On peut se demander pourquoi nous aimons les mondes imaginaires. Première idée d'abord, c'est que ces mondes imaginaires nous offrent un plaisir de la fiction. Si l'on va vers l'idée d'une évasion hors du monde, on se rend compte que ces fictions nous offrent des imaginaires spectaculaires, du suspense, du frisson. Et donc, ce qui est réjouissant, c'est que finalement la catastrophe n'advient pas, puisqu'elle est pure fiction. Mais je crois que nous aimons aussi ces fictions parce qu'elles sont connectées d'une façon ou d'une autre à notre monde. C'est-à-dire que quand bien même elles semblent totalement détachées, elles sont toujours un miroir de notre réalité. On peut penser par exemple aux dystopies qui sont une version cauchemardesque de notre réalité. C'est le cas par exemple avec la série Black Mirror, où on est toujours assez proche de notre réalité actuelle. Ces mondes alternatifs ont aussi pour mérite de nous inviter à penser l'homme. Parfois, ces mondes vont nous montrer le pire versant de l'homme. Et il y a de quoi être dégoûté de l'homme tant il se comporte de façon détestable. Mais d'autres mondes imaginaires sont aussi là pour nous réconcilier avec l'homme. On peut penser par exemple au conte philosophique de Voltaire, Babouk ou Le monde comme il va. Dans ce conte philosophique, Voltaire se demande s'il faut détruire l'humanité. Et la conclusion de ce conte, c'est que, certes, le monde n'est pas idéal, mais il reste passable et il y a encore des choses à sauver chez l'homme. S'il fallait se focaliser sur une œuvre littéraire, on pourrait évoquer Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
C'est un monde, le monde qui nous dépeint est un monde de science et de technologie. C'est un monde où les bébés sont créés en éprouvette et où tout est programmé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix à faire. Chaque individu sait, selon qu'il soit alpha ou epsilon, chaque individu sait quelle place il aura dans la société. C'est aussi un monde où il n'y a plus de passion, plus de relations privilégiées. Autrement dit, plus de drame, plus de jalousie, plus de chagrin. Donc en apparence, c'est le meilleur des mondes. Mais la question que soulève l'auteur, c'est la suivante. Un monde parfait est-il un monde où on privilégie le bonheur ou la liberté? Cette œuvre, elle a aussi le mérite de nous interroger sur la façon dont un écrivain va rendre un monde imaginaire crédible. Alors pour cela, il faut qu'il déploie tout un art du récit. Face à ce genre de littérature, le lecteur va faire ce qu'on appelle une suspension volontaire de son incrédulité. C'est-à-dire qu'on va adhérer au monde que nous propose l'écrivain. Mais en retour, il faut évidemment que cet écrivain crée des effets de réel, c'est-à-dire qu'il rende son monde vraisemblable. Comment Huxley s'y prend-il? Eh bien, en fait, au début de son roman, il va nous proposer une sorte de visite guidée assurée par le directeur du centre d'incubation. Donc, dans les premières pages, le directeur du centre d'incubation nous explique le fonctionnement de ce monde. Il assure une visite guidée pour des jeunes gens et nous-mêmes, lecteurs, nous sommes placés au cœur de cette visite. Donc, tout est fait pour qu'en fait, on nous explique les règles de ce monde de façon aussi naturelle que possible. Et puis, ce que j'apprécie aussi en cette œuvre, c'est le génie visionnaire d'Huxley. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une œuvre qui date de 1932, mais qui résonne profondément avec le monde contemporain. C'est un monde où tout est programmé, donc un monde harmonieux. Mais la question qui y est soulevée, c'est est-ce vraiment le meilleur des mondes? On a ici un roman qui nous parle de l'eugénisme, du bonheur et du rôle de l'État dans ce bonheur, de la société de consommation et des dérives de la science. Donc on voit ici ce lien très fort entre le monde de fiction et le monde réel, et cela fait également écho à une œuvre comme 1984 de George Orwell, George Orwell qui a d'ailleurs été l'étudiant d'Aldous Huxley. Gardez à l'esprit que imaginer des mondes n'est pas le privilège de l'artiste. On peut notamment s'interroger sur le rôle de l'imagination dans l'approche scientifique du monde. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que même les scientifiques travaillent sur des mondes imaginaires, ou en tout cas vont élaborer des théories, des hypothèses sur le monde qui exigent de faire appel à l'imagination. Donc il y a une citation de Roger Poldroy dans L'Esprit d'enfance qui dit bien cela. « Ce que je conteste en revanche, c'est l'existence d'une radicale disjonction de ces mondes, le monde de l'imagination et le monde scientifique. Il arrive au mathématicien le plus aguerri, le mieux expérimenté, de rêver de scènes logiquement impossibles. » Donc on voit ici que même la science s'appuie sur des fictions lorsqu'il s'agit de modéliser le monde. Et ces fictions vont permettre de penser le monde, de simplifier des calculs, de donner du sens aux phénomènes. L'artiste n'est pas le seul à imaginer des mondes, finalement tout homme le fait lorsqu'il anticipe le futur ou lorsqu'il rêve. Finalement, lorsqu'on imagine des mondes, on imagine toujours à partir du monde que nous connaissons. Si on prend le cas des extraterrestres, finalement ils sont toujours représentés de la même façon. Ce sont des petits bonhommes verts, des petits bonhommes gris, ce sont des êtres qui ont plus d'yeux ou plus de bras que nous, mais il s'agit à chaque fois de déformation de l'humain. Et j'ai donc remarqué que dans Premier Contact de Denis Villeneuve, il y avait ce désir d'être original, de présenter un monde qui soit radicalement autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce monde, la rencontre avec l'extraterrestre se veut différente. Denis Villeneuve dit bien qu'il veut éviter tout anthropomorphisme, c'est-à-dire que ces extraterrestres ne nous ressemblent pas. Ce sont des sortes de cercles qui n'ont ni début ni fin. Et avec ce film, Denis Villeneuve voulait nous confronter à l'altérité radicale et nous placer face à un monde
dont nous n'avions pas les codes. On a peut-être, dans le monde actuel, un autre rapport au monde virtuel, aux mondes imaginaires. Avant, lorsqu'on appréhendait un monde imaginaire, on avait une sorte d'évasion temporaire qui durait le temps de la lecture ou le temps du film. Aujourd'hui, on a de nouveaux dispositifs qui se veulent particulièrement immersifs. On peut penser au métaverse, aux réalités virtuelles et aux jeux vidéo. Et on peut donc se demander si ces dispositifs immersifs, et avec les interactions aussi qu'on peut y faire, n'ont pas tendance à générer une fuite plus nette hors du réel. Donc la question, effectivement, c'est de savoir si on n'aurait pas la tentation de nos jours de vivre dans ces mondes imaginaires plus que dans notre monde réel, et on a l'impression que la technologie nous offre aussi des dispositifs susceptibles de nous plonger plus radicalement dans ce type de fiction.